Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Omnibus, présentent Tarzan, seigneur de la jungle, d'Edgar Rice Burroughs, interprété par Chad Reiss. Un voyage en mer. Je dois cette histoire à quelqu'un qui n'avait pas à me la raconter, ni à personne d'autre. C'est, je crois, la séduction d'une bonne bouteille de vin qui a incité mon informateur à la commencer, et s'il l'a continuée les jours suivants, c'est sans doute grâce à l'incrédulité avec laquelle j'ai écouté cet étrange récit. Lorsque mon compagnon de table s'aperçut qu'il m'en avait beaucoup dit, mais que j'étais enclin au scepticisme, son sot orgueil acheva l'œuvre entamée par le vin. Il me montra la preuve écrite de ce qu'il avançait sous la forme d'un manuscrit tout moisi et de rapports du Colonial Office britannique, qui confirmait plus d'un détail de son étonnante confidence. Je ne dis pas que cette histoire soit vraie, car je n'ai pas été témoin des événements qu'elle relate, mais le simple fait qu'en la retraçant ici, je donne des noms fictifs à ses principaux acteurs, indique à suffisance que je crois sincèrement qu'elle peut être vraie. Les pages jaunies et rongées du journal d'un homme mort depuis longtemps, ainsi que les rapports du Colonial Office, cadrent parfaitement avec le récit de mon hôte. C'est pourquoi je vous livre l'histoire que j'ai laborieusement reconstituée à partir de ces différentes sources. Si vous ne la jugez pas digne de foi, vous devrez au moins me concéder qu'elle est unique en son genre, remarquable et bien intéressante. Les archives du Colonial Office et le journal de ce mort nous apprennent qu'un aristocrate anglais, que nous appellerons John Clayton, Lord Greystoke, avait été chargé de mener une enquête particulièrement délicate sur la situation dans une colonie britannique d'Afrique occidentale, où l'on savait qu'une autre puissance européenne recrutait parmi les indigènes des soldats pour ses propres troupes noires. Troupes qu'elle utilisait exclusivement pour extorquer du caoutchouc et de l'ivoire aux tribus sauvages du Congo et de la Rouémie. Les indigènes de la colonie britannique se plaignaient que beaucoup de jeunes gens étaient emmenés au loin avec de belles promesses, mais que bien peu d'entre eux revenaient dans leur famille. Quant aux Anglais, ils étaient encore plus critiques, affirmant que les officiers blancs profitaient de l'ignorance des pauvres Noirs pour prétendre, à l'expiration de leur engagement, qu'ils avaient encore plusieurs années de service à accomplir. Ainsi donc, le Colonial Office avait nommé John Clayton à un poste en Afrique occidentale anglaise, mais avec des instructions confidentielles, lui assignant une mission d'investigation approfondie au sujet des mauvais traitements que les officiers d'une puissance européenne amie faisaient subir à des sujets noirs de l'Empire britannique. Il importe peu de savoir quand cette nomination eut lieu, car il ne fit jamais la moindre enquête et, en fait, n'atteignit jamais sa destination. Clayton était ce type même d'Anglais que l'on associe volontiers aux grands événements et aux batailles victorieuses de l'histoire de son pays. Un homme fort et viril, mentalement, moralement et physiquement. Il était d'une taille au-dessus de la moyenne, il avait les yeux gris, les traits réguliers et puissants, le port altier et la santé robuste d'un homme formé par des années d'entraînement militaire. L'ambition politique lui avait fait demander sa mutation de l'armée au Colonial Office. Voilà pourquoi nous l'y retrouvons, encore jeune, chargé d'une mission délicate et importante au service de la reine. Cette nomination le transporta et l'effraya tout à la fois. Qu'on l'ait choisi, cela lui semblait être la récompense méritée d'un service accompli avec zèle et intelligence, et un pas en avant vers de plus hautes responsabilités. Mais, d'un autre côté, il venait d'épouser à peine 3 mois auparavant l'honorable Alice Rutherford. L'idée d'emmener cette douce jeune fille au milieu des dangers et dans la solitude de l'Afrique tropicale le consternait. À cause d'elle, il faillit refuser la nomination. Mais elle ne voulut rien savoir. Au contraire, elle insista pour qu'il accepte et même pour qu'il l'emmène avec lui. Il y a bien des mères, des frères et des sœurs, des tantes et des cousins pour exprimer diverses opinions sur la question, mais l'histoire ne dit pas quels purent être leurs avis. Nous savons seulement qu'un beau matin de mai 1888, John, Lord Greystoke et Lady Alice s'embarquèrent à Douvres pour l'Afrique. Un mois plus tard, ils arrivèrent à Freetown, où ils affrétèrent un petit voilier, la Foualda,
qui devait les conduire à leur destination finale. Et c'est alors que John, Lord Greystoke et Lady Alice, son épouse, disparaissent de la vue et de la mémoire des hommes. 2 mois après qu'ils eurent levé l'ancre et quitté le port de Freetown, une demi-douzaine de navires de guerre britanniques se mirent à sillonner l'Atlantique Sud pour tenter de les retrouver, eux ou leurs petits bâtiments. On apprit ainsi très rapidement que celui-ci avait fait naufrage sur les côtes de Sainte-Hélène. Tout le monde fut convaincu que la Foualda avait sombré corps et biens, et les recherches furent interrompues alors qu'elles avaient à peine commencé. Cependant, l'espoir subsista de longues années au fond de certains cœurs non résignés. La Foualda était un 3-mâts goélette d'une centaine de tonneaux. On voyait souvent ce genre de bâtiment faire le cabotage loin dans l'Atlantique Sud. Leurs équipages rassemblaient tout le rebut des gens de mer, assassins en mal de potence et surineurs de toute race et de tout pays. La Foualda ne faisait pas exception à la règle. Ses officiers, des brutes à la peau tannée, haïssaient l'équipage et en étaient haïs. Le capitaine, pourtant un marin averti, traitait ses hommes avec férocité. Dans ses relations avec eux, il ne connaissait, ou du moins, n'utilisait que 2 arguments, un cabillaud et un revolver. Il n'est d'ailleurs pas dit que le ramassis qu'il avait engagé en aurait compris d'autres. C'est ainsi qu'à 2 jours de Freetown, John Clayton et sa jeune femme furent les témoins, sur le pont de la Foualda, de scènes qu'ils n'auraient pas cru possibles ailleurs que dans les pages de romans de pirates. On était au matin du second jour lorsque se forgea le premier maillon de ce qui était destiné à devenir une chaîne de circonstances qui se terminerait par la venue au monde d'un être dont l'existence est sans exemple dans l'histoire de l'humanité. 2 matelots étaient en train de nettoyer le pont de la Foualda. Le second était de quart et le capitaine avait engagé la conversation avec John Clayton et Lady Alice. Les hommes au travail se dirigeaient à reculons vers le petit groupe qui leur tournait le dos. En s'approchant, l'un des matelots se retrouva juste derrière le capitaine. À n'importe quel autre moment, il l'aurait simplement dépassé et cette étrange histoire n'aurait jamais eu à être racontée. Mais, juste à cet instant, l'officier, prenant congé de Lord et de Lady Greystoke, fit demi-tour, trébucha sur le corps du matelot et s'étala de tout son long en renversant le seau dont l'eau sale lui trempa les vêtements. La scène parut un instant risible, mais un tout petit instant seulement. Proférant un chapelet de jurons épouvantables, le visage écarlate de rage et d'humiliation, le capitaine se remit sur ses pieds et, d'un coup terrible, il étendit le matelot raide sur le pont. L'homme était petit et plutôt vieux, ce qui ne faisait qu'accentuer la brutalité du geste. En revanche, l'autre marin n'était ni vieux ni petit. C'était une sorte d'ours, avec de fortes moustaches noires, un cou de taureau et des épaules massives. Lorsqu'il vit son compagnon étendu, il se ramassa sur lui-même et, en poussant un grognement sourd, se jeta sur le capitaine qu'il fit chuter sur les genoux d'un unique et puissant coup de poing. De rouge qu'il était, l'officier devint blanc comme un linge. C'était une mutinerie et, des mutineries, il en avait déjà rencontré et maté au cours de sa rude carrière. Sans se relever, il prit un revolver dans une de ses poches et tira à bout portant sur la montagne de muscles qui se dressait devant lui. Mais John Clayton fut aussi rapide que lui, de sorte que la balle destinée au crâne du matelot se logea dans sa jambe. Lord Greystoke avait saisi le bras du capitaine dès qu'il avait vu l'arme briller au soleil. Il y eut des mots entre les 2 hommes, Clayton faisant bien comprendre au capitaine quel dégoût lui inspirait la brutalité déployée à l'égard de l'équipage. Il ne tolérerait plus rien de semblable aussi longtemps que Lady Greystoke et lui-même demeuraient à bord. Le capitaine était sur le point de lui adresser une violente réplique, mais il se retint, tourna les talons et s'en alla, l'air sombre et les sourcils froncés. Il ne souhaitait pas se heurter à un fonctionnaire anglais, parce que le bras puissant de Sa Majesté disposait d'un moyen de coercition qu'il savait apprécier et redouter, l'omniprésente marine de guerre britannique. Les 2 matelots se relevèrent, le plus âgé aidant son camarade blessé à se remettre sur ses pieds. Ce colosse, connu dans son milieu sous le sobriquet de Michel le Noir, se tâta la jambe et, constatant qu'elle pouvait le porter, se tourna vers Clayton et lui adressa un remerciement bourru. Malgré la rudesse du ton, les mots en étaient bien évidemment sincères. À peine eut-il terminé son petit compliment qu'il fit demi-tour et se dirigea en boitant vers le gaillard d'avant, manifestement peu désireux de poursuivre la conversation. On ne le revit pas de plusieurs jours.
Quant au capitaine, il n'adressait plus aux Clayton que des monosyllabes hargneux lorsqu'il était bien obligé de leur parler. Ils prenaient leur repas dans sa cabine, comme ils avaient coutume de le faire. Mais le capitaine veillait à ce que ses tâches ne lui permissent jamais de manger en même temps qu'eux. Les autres officiers, des illettrés à peine supérieurs au triste équipage qu'ils rudoyaient, n'étaient que trop heureux d'éviter tout rapport social avec des gens aussi bien élevés que ces deux aristocrates anglais, de sorte que les Clayton restèrent livrés à eux-mêmes. Cela s'accordait à leurs souhaits, mais les isolait de la vie du bateau, les empêchant de se tenir au courant des incidents quotidiens qui allaient bientôt déboucher sur une tragédie sanglante. Il y avait dans l'atmosphère qui régnait à bord quelque chose d'indéfinissable qui laissait présager une catastrophe. En apparence, pour les Clayton, tout se passait comme précédemment. Mais tous deux pressentaient sous ce calme un danger insaisissable dont ils se refusaient à parler entre eux.